Aujourd'hui, on a la chance, tout est diffusé en direct. Donc il y a des millions de Maliens, de Nigériens, de Burkinabés qui vont entendre ce qu'on va dire ici. Ce que je vais dire ici, là, c'est devant vous, mais en réalité, c'est à tout le monde. Notre président a parlé, donné un contenu à ce qu'il dit. Il vient d'aller sur Ouagadougou. Je suis sûr que ce serait des discussions denses sur comment consolider l'AES. Je suis certain qu'après, il y a le tour de Niamey. Parce que nous sommes condamnés à réussir. Toute l'Afrique regarde les pays de l'AES. Je vais dire, tout le monde nous regarde. Et nous avons la chance, ce n'est pas de la flagornerie, je le dis pour que les gens comprennent. À la tête de nos États, nous avons des hommes de terrain. Notre président fait partie de ceux qu'on a bloqués à l'entrée de Kidal en 2013. Celui du Burkina a participé ici aux missions de la MINUSMA dans la lutte contre le terrorisme. Celui du Niger a supervisé tout ce qui se fait ici dans la lutte contre le terrorisme. Donc, c'est des hommes pétris d'expérience. Ils n'ont pas besoin de lire comme nous on fait là pour savoir ce qui se passe. Tous les doubles jeux, tous les mensonges qu'on essaie de nous imposer, eux, ils les ont vécus. Mais le reste de notre population ne comprend pas. Le mensonge, maintenant, est devenu la réalité. Le samedi passé, ou le vendredi, j'ai rencontré une délégation des chefs de toutes les agences de l'ONU en Afrique. Toutes les agences de l'ONU en Afrique sont venus me rendre une visite de courtoisie. J'ai saisi l'occasion pour leur dire ceci. Il y a un proverbe en Bambara qui dit que le mensonge qui parle a toujours raison de la vérité qui se tait. Au Mali, depuis longtemps, depuis plus de 13 ans, 10 ans, la même chose dans les autres pays. C'est le mensonge qu'on a vendu. C'est le mensonge qu'on a imposé à l'esprit des citoyens. Mais ça n'a pas commencé maintenant. Ceux qui veulent nous dominer là, ils ont toujours procédé par le mensonge. Quand je fais une petite excursion dans l'histoire, on ne va pas trop loin, mais on s'arrête juste à ce qu'on appelle la conférence de Berlin, en février 1885, quand on a décidé du partage de l'Afrique. Dans les résolutions de cette rencontre, il n'y a nulle part où on a parlé de colonisation. Ce qui a été décidé, écrit, c'est qu'il y a le fleuve Niger et le fleuve Congo. Ils vont aider à régulariser la circulation sur ces fleuves-là. Deuxièmement, la France va apporter sa mission civilisatrice. L'Angleterre, ce qu'on appelle les 3 C. Commerce, donc ils vont venir commercer avec nous. Civilisation, christianisme. Personne n'a parlé là-bas de colonialisme. On a donné le Congo au roi belge comme propriété. Donc celui qui voit seulement ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent, tout est bien. Mais qu'est-ce qui a suivi? Au Congo, pour construire les chemins de fer Congo-Océan, 1 million de morts. Celui qui a fait ça, personne ne l'appelle dictateur. 1 million de morts. Ça, c'est le roi belge. Mais les autres, ils ont tué nos ancêtres. Ils les ont opposés. Ils ont créé des guerres. Ils ont occupé par la force nos pays. Ceux qui résistent, on les tue. On les coupe la tête. Il y a des exemples qu'on connaît, j'en ai donné plusieurs fois.
Nous, chez nous, il y a des ancêtres, mais on leur a coupé la tête. On a promené dans le village pour la simple raison qu'ils ont caché leurs frères arabes et touaregs. Parce que le gouverneur colonial de Caille, 1893, a écrit à celui de Tombouctou pour dire que toutes les peaux blanches, il faut les supprimer. C'est ça le terme. Et qu'il espère un jour que l'aviation permettra d'épandre les poisons partout. Il dit qu'il faut les tuer tous. Ceux qui ne meurent pas, qu'ils quittent, qu'ils aillent ailleurs. Mais aujourd'hui, ils nous disent que les populations du Nord sont nos amis, leurs descendants. Est-ce que vous voyez la nuance? Ça, c'est des choses qui sont authentiques, c'est écrit. Mensonge. Vous savez, quand l'opération Barkhane a remplacé Serval, je disais aux Maliens, à l'insu des Maliens, le général qui commande les armées françaises, le général Berthaud, il a été faire un tour des militaires français sur la base de Faye-Largeau au Tchad. Quand il a fait la revue des troupes, pour les conscientiser, pour vous dire l'importance de la parole, pour que les soldats comprennent pourquoi ils sont là, il leur a dit, nous étions venus ici il y a 100 ans, nous en sommes repartis à 60 ans. On est revenu maintenant, c'est pour 100 ans. C'est ce qu'il a dit à ses soldats. Pour vous dire que tous ces brouhahas-là, MINUSMA, G5 Sahel, Takuba, Yekap, Pititi et Patatala, c'est des sacs qu'on a mis sur nos têtes. Ce sont des mensonges. L'objectif, c'est d'entretenir le terrorisme en Afrique, faire perdre confiance à nos armées, installer la lutte entre les peuples, les Touaregs, les Arabes au Mali. Ensuite, on ajoute les Peuls. J'ai dit souvent les Peuls, vous savez, c'est un groupe ethnique qui va du Cameroun à l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal. Quand vous mettez le feu dans une case Peul, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui brûle. Donc les hommes politiques, les présidents, j'ai même entendu un président qui le dit sur les médias, il y a un terrorisme Peul. Les jeunes Peuls qui ne sont pas instruits, auxquels on vend le mensonge, rentrent là-dedans et ça s'embrase. Parce que quand la communauté Peul s'embrase, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura plus jamais la paix. Parce que les Peuls sont un peuple de résistants. Ils ont horreur de la subordination et de la sujétion. Ils ont rendu du fil à retordre aux colons. L'actuel premier ministre du Niger, son ancêtre, c'est Danfodio. Tout le monde connaît dans l'histoire. C'est que les Peuls de cette zone-là, les fils qu'ils ont donnés à retordre aux Blancs, ça c'est un aspect que beaucoup ne comprennent pas. On nous manipule. Les Peuls et les Dogons ont vécu au Mali des centaines d'années ensemble. Et quand vous vous rappelez un peu de l'histoire, parce qu'on oublie, 2014, 2015, c'était les religieux Peuls, les chefs traditionnels Peuls qu'on assassinait. Tout le monde fermait les yeux. Pour créer chez eux la terreur, la peur, c'est désolidariser de leur pays. Après, entre les Dogons, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième étape, on va mettre le feu dans le hameau Dogon. Et puis on court, on fait semblant de se cacher chez les Peuls. Les Dogons en ont marre. Ils ont fini, une fois que le sang coule, c'est du poison. Ils se vengent eux aussi. Donc celui qui a perdu son père, lui aussi, il rentre dans le terrorisme. Parce que le terrorisme, là, les gens ne sont pas là-dedans toujours par conviction.
Il y en a, c'est par vengeance. Certains par cupidité, ils n'ont pas d'argent. D'autres, on les a manipulés. D'autres parce que. Ceux qui sont là-dedans pour des raisons purement idéologiques, ils ne sont pas nombreux. Mais les grands Manitou sont ailleurs. Ils vendent le mensonge. Et le Mali a été l'illustration de cette vente du mensonge. Si vous regardez les régimes politiques dans ces trois pays-là, ils sont tous venus à cause de l'insécurité. Aucun de ces militaires ne s'est levé des casernes pour dire qu'il va prendre le pouvoir. C'est parce qu'il y a l'insécurité. Leur peuple était désespéré. Au Mali, on tuait des centaines de personnes. Le président, de temps en temps, va y pleurer. Les ministres voyagent. On nous trompe. On enterre les soldats dans les fosses communes. Et on est résigné. On fait des anecdotes sur notre armée. C'est une armée de fuyards. Dès que vous tirez, ils fuient. On travaille les cerveaux pour qu'on ne respecte plus la tenue militaire. Et les gens sont mis à dire « Ah, un militaire ne doit pas être à la tête d'un pays. Sa place est dans les casernes. » Mais qui a dit le contraire? Mais dans ces pays-là, lorsque leur histoire a créé le désespoir, ce sont des militaires qui sont venus mettre de l'ordre. Les deux hommes les plus illustres dans l'histoire de la France, c'est Napoléon et De Gaulle, c'est des militaires. L'Angleterre, l'homme le plus illustre, c'est Churchill, c'était militaire. Aux États-Unis, George Washington, c'était militaire. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où il y avait trop d'incertitudes, on a pris un militaire à la tête de l'État, Eisenhower comme président. Donc tout ça, c'est pour nous travailler les cerveaux. Diriger un pays, on n'a pas besoin d'être un civil ou d'être un militaire. Il faut aimer son pays et avoir le sens de l'histoire et résoudre les problèmes du pays. À un moment donné, les pays de l'AES avaient besoin de la sécurité. Aucun de ces gouvernements n'est venu pour faire un coup d'État comme ça. C'était le désespoir. Et les militaires ont intervenu pour éviter le chaos. Parce que c'était le chaos qui était prévu. Au début, on nous a dit la lutte contre le terrorisme, c'est ça le sens des forces internationales. Pendant qu'il y a 50 000 forces armées sur le territoire malien, nous nous sommes retrouvés à le terrorisme qui a pris 50% de nos territoires. Au Burkina Faso, il n'y avait pas de terrorisme en 2014. Il y avait même un président qui pensait que c'est en faisant le jeu des autres, il fait le négociateur que lui va perdurer au pouvoir. Quand ils ont fini avec lui, ils l'ont jeté. Au Niger, il n'y avait pas de terrorisme. Après, on a eu un président qui dit au Nigeria, attention, les terroristes sont trop forts. Il ne faut pas vous battre avec eux, sinon vous allez tout perdre. Vous voyez comment on nous travaille? On cherche des présidents démocratiquement élus ou qui ont décidé de se vendre aux autres contre leur pays pour nous dominer. Le terrorisme est allé en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, il est allé au Togo, il est allé au Ghana, il est allé au Bénin, mais vous êtes venus en grand nombre pour bloquer le terrorisme au Mali. Il s'étend sur toute l'Afrique. Et qu'est-ce qu'on fait? On court au Ghana, on va donner de l'argent, 600 millions d'euros. L'Union européenne, en ce moment, il y avait des inondations. Ce n'est pas pour faire des routes ou des caniveaux, c'est pour acheter des armes. Pour lutter contre le terrorisme, qui est venu d'où? Qui est venu du Nord, que vous étiez censé combattre. Et les armes, on les achète chez eux. Donc, ils donnent l'argent d'une poche, d'une main, ils la retirent d'autre main. Ils fabriquent les armes, on les achète, on s'entretue entre nous. Quand ce n'est pas les Peuls, quand ce n'est pas les Touaregs, c'est les Arabes, c'est les Dogons, c'est les Peuls, ainsi de suite. En attendant, comme je l'ai dit, le réveil brutal, dans 20 ans, dans 30 ans, toute la génération, nous autres là, je sais qu'on sera très loin, nos petits-enfants vont juste se rappeler des livres qu'on a laissés. Beaucoup ne seront plus là.
ils auront à la tête des États des présidents démocratiquement élus qui ne connaissent rien de l'histoire de leur peuple, qui seront préoccupés par les voyages, les visas, les maisons en Occident, les comptes bancaires, et on recolonise l'Afrique. Pour vous montrer comment les gens sont capables de négliger la vie humaine. Je peux citer des cas au Niger, au Burkina, mais je cite celui du Mali, pour m'arrêter à ça. Je donne l'exemple toujours aux Maliens et à tout le monde de la base d'Indeliman. En 2019, l'aménagement finance une base. Barkhane construit la base. Et ils oublient, s'il vous plaît, de faire un forage pour trouver de l'eau. Donc les soldats sont obligés de sortir pour aller chercher de l'eau dans les hameaux d'à côté. On les scrute, on les tue. On bourre le camion d'explosifs. Ils viennent rentrer dans le camp. Ils explosent, les militaires meurent. Ceux qui ont survécu font 7 heures de temps. Il y a 50 000 forces armées sur notre territoire. Il y a des avions, des hélicoptères. L'aménagement et Barkhane refusent de les secourir. Tous les militaires meurent. On n'a même pas d'avion de transport. On fait une fosse commune, on les enterre. On attend les prochains morts. Le dessin, qui était prévu pour nous qu'on reste dans ce cycle pendant au moins 10-20 ans, c'est ce que Dieu a fait. Que le Mali, avec à la tête ces militaires, que j'ai appelés les Monébodéons. Certains pensent qu'il s'agit juste du chef de l'État. C'est tous les militaires. On a arrêté ce cycle. Aujourd'hui, le rôle des politiques, c'est de faire notre travail. C'est de travailler à l'éveil des consciences des populations. De leur faire comprendre que tous les sabotages qui se font, l'objectif c'est de déstabiliser l'AES. On a voulu nous désigner un président, un premier ministre, un président de l'Assemblée. Vous avez entendu notre président, on l'a téléphoné de Paris. Vous avez entendu le président du Niger. Pendant la crise, un pays européen voulait intervenir. Un autre pays lui téléphone, il dit non, le Niger c'est pour nous. Il ne faut pas mettre, pour parler trivialement dans nos langues, il faut mettre ta bouche dans les affaires du Niger. Voici le sort qu'ils ont prévu pour nous. Et nous, l'élite qui dirige, le peuple doit comprendre les vrais enjeux. Et d'ailleurs, ils ont toujours fait comme ça. Quand il y a eu la lutte contre le fascisme, beaucoup de pays ont été occupés. On a appelé les Africains. Venez nous aider à nous battre. Après, vous aurez la liberté. Ce qui est advenu, vous le savez après. Et puis, il y a un qui écrit, ah oui, en 1960, on a donné l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins, après avoir éliminé physiquement et politiquement tout ce qui exigeait l'indépendance africaine intransigeante. C'est une citation de Pierre Mesmer, Premier ministre français qui a conduit la décolonisation, qui était lui-même un administrateur colonial. Mais ils savent. C'est pourquoi j'ai dit aux gens l'autre jour, le Mali, c'est un grand peuple. Nous n'allons jamais abdiquer. Tous ces pays d'Afrique que vous voyez là ont appartenu à des entités politico-historiques, militaires, dont l'épicentre c'est le Mali. C'est les descendants, les Assimi Goïta et sa génération-là, ces jeunes de 40 ans, 50 ans là, c'est les descendants de Sonia Libert, c'est les descendants de Askia Mohamed, c'est les descendants de Soujata Kita, c'est les descendants de Firoun. C'est eux qui ont dit non. Mais si on ne leur vient pas au secours,
politiquement, ils vont les noyer. Donc, lèvons-nous pour jouer nous aussi notre partition, pour combattre l'insécurité, pour combattre le terrorisme, pour faire en sorte que rien ne soit plus comme avant dans l'AES. C'est le rôle qui vous est assigné, ceux qui sont chargés de la communication dans l'AES. Les mentales des citoyens, leur compréhension, leur analyse des problèmes, politiquement, historiquement, c'est ça qui va servir de levain pour permettre à nos militaires de réussir leur mission. Les militaires maliens, on se moquait d'eux avant, et pourtant on a le même pays, on a les mêmes militaires, on a les mêmes terroristes qui sont plus forts d'air aujourd'hui. Mais pourquoi on tient? C'est parce que le leadership a changé. On a des nouveaux leaders qui ne sont pas démocratiquement élus dans des avions en train de voyager. Et c'est pour cela que lorsque nous avons tenu, avec l'autorisation du président, avec la confiance des peuples maliens, le discours désormais historique du 25 septembre 2021 à la tribune des Nations Unies, où nous avons dit que les Français nous ont laissés en plein vol. En fait, c'est un euphémisme. C'est une trahison. Nous avions avec eux un accord militaire signé de nous deux, mais ils ont décidé un jour d'en sortir. Et on n'apprend pas les médias qui sont partis. Ou bien un autre jour, ils disent, et ils quittent le Mali. Parce que le Mali a décidé de négocier, soi-disant, avec les terroristes. Parce qu'ils n'ont pas pu désigner les dirigeants. Mais les mêmes, on les a vus au Niger après. On a vu un président qui recevait les terroristes au perron de la présidence, il les finance, et ils applaudissaient. On a vu des gens dire qu'ils ne vont pas faire des photos avec le président du Mali et du Burkina Faso au motif qu'ils ont fait des coups d'État. Un président africain. Ce même président qui a fui son pays d'air après, je le vois quelques semaines après, à côté d'un autre militaire qui a fait aussi un coup d'État. Il fait des selfies en veste, en pipaou, parce qu'on lui a dit d'aller le faire. Ce coup d'État-là, il est bon. Mais ça, c'est quoi ça? On nous prend pour qui? Et vous savez, quand ça a eu lieu, le haut représentant pour la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, moi je préfère les appeler par leur nom, il a organisé une conférence des ministres de la Défense de l'Union européenne en Espagne, à Toledo. Il dit attention, l'Afrique là, l'Europe a des intérêts là-bas. Donc il faut qu'on cherche à les comprendre. J'ai dit, ah bon? Nous on est réveillés depuis 6 heures. Toi tu t'es réveillé à 14 heures, tu viens nous dire que tu veux nous comprendre. Mais toi tu es en retard. Simplement parce que le coup d'État qui a eu lieu en ce moment-là, ils sont d'accord avec. Ils disent qu'ils vont suivre. Mais pour le Niger, on fait conseil de défense à Paris. Parce qu'il y a un coup d'État au Niger. Mais ça, c'est quoi ça? Il faut que vous obligez les gens à nous respecter. Nous ne sommes plus d'accord avec ces doubles standards, avec ces appréciations à géométrie variable. Nous sommes fatigués. On n'en veut plus qu'on nous laisse nous organiser nous-mêmes avec nos peuples. Et ainsi, nous allons nous en sortir. Je suis convaincu. Chacun n'a qu'à faire son travail. Notre président dit, si nous faisons ça là, ils vont échouer. Et dès qu'ils vont échouer, ils vont venir négocier. Mais on s'élève. Réunion Russie-Afrique, réunion France-Afrique, Chine-Afrique, Corée-Afrique, Italie-Afrique, Amérique-Afrique. Mais j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Cette belle femme-là, tout le monde veut être son fiancé.
Et personne ne veut la marier. Mais ça, c'est quoi ça? Parce que tous ces pays-là, ils visent leurs intérêts. Ils sortent de l'argent du trésor, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'avion, les soldats mouraient, l'armée ne peut pas se battre. Les Russes nous ont dit que vous venez, on vous donne les hélicoptères nécessaires et vous les payez cash. C'est du donnant-donnant. C'est pourquoi nous ne voulons plus de cette histoire d'aide au développement-là. Nous voulons faire les affaires. Tu nous donnes, on te donne, chacun devant ses intérêts. Si on ne fait pas ça, là, la main qui est en haut qui nous donne, là, on va être son esclave demain. Mais c'est ce qu'on a fait avec les Russes. On a fait la même chose avec les Turcs. Quand on a commandé nos drones, ils ont mis dans leurs médias, dont j'ai les coupures chez moi, qu'on va attendre 3 ans. Mais notre président, notre ministre de la Défense, ils ont joué de la haute diplomatie. Nous avons eu nos drones en 3 mois. Et on a frappé qui il fallait. Et c'est pourquoi là où on est aujourd'hui, nos chefs ont besoin des peuples déterminés qui comprennent les vrais enjeux, que personne ne nous manipule encore. Nous sommes fatigués qu'on nous laisse en paix, qu'on nous laisse nous développer. Tous les peuples sont des amis. Les Français ne sont pas nos ennemis, contrairement à ce qu'on fait croire. Aucune attaque contre un Français ici. Il y a des pays où on a brûlé les propriétés des Français, mais au Mali, ça ne s'est jamais passé. Les Maliens qui sont en France, ce qu'ils apportent au Mali par an, c'est plus que cette histoire d'aide au développement. Ils ont une nationalité française, ils travaillent, ils viennent en vacances. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement responsable, des gens qui ont la tête sur les épaules, vont se mettre contre ce peuple-là? Et ce que nous n'acceptons pas, c'est qu'on vient donner des injonctions à nos dirigeants. C'est parce que ceux qui sont au pouvoir ne connaissent pas l'histoire. Et quand on ne connaît pas l'histoire, on ne peut pas diriger. Vous savez, jusqu'à Giscard d'Estaing, tous les présidents français, quand le nouveau arrive, il lui passe le code nucléaire, il lui passe un message. Il lui dit qu'en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, rien de grand ne peut se faire sans et contre le Mali. Donc discuter avec les Maliens. C'est ce qu'ils ont tous fait, jusqu'à ce qu'on a eu des présidents avec des connaissances Wikipédia là. Ce qu'ils ont lu sur Internet, ils viennent, ils nous menacent, ils nous envoient des armées. Ça ne marchera pas. Nous sommes réfractaires à la suggestion. Tous les peuples de l'AES sont comme ça. C'est ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Du courage, et mesdames, messieurs, vous avez une grande charge. Le président a pris un gros morceau, il l'a mis sur vos têtes à partir de Sikasso. Derrière le coup suffisamment solide pour le tenir bon. Les autres, chacun n'a qu'à faire son travail. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.